Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café, dans un épisode spécial de Tech Café où on va vous parler de la conférence Apple qui a eu lieu il y a quelques jours, où ont été présentés les nouveaux iPhones, une nouvelle Apple Watch, la nouvelle gamme d'ailleurs d'Apple Watch, des nouveaux AirPods Pro. C'est toujours un petit moment assez sympa d'aborder ces présentations de produits. Je suis Guillaume Vordet et je me suis entouré d'une équipe d'experts pour cet épisode, à commencer par, et c'est la première fois qu'on t'entend dans un épisode de Tech Café, c'est avec un grand plaisir que je t'accueille pour cet épisode, c'est Benjamin Vincent. Salut Benjamin, comment vas-tu ? Salut Guillaume, c'est une honte que tu m'aies pas invité plus tôt. Alors, je me flagelle pendant l'enregistrement et je te présente officiellement mes excuses, mais j'attendais le moment le plus approprié. Les experts de produits à la pomme sauront effectivement d'où vient cette voix, notamment au travers du podcast iWeek. Bon, d'ailleurs, de plein de prises de parole aussi dans Nouveau Monde. Bon, on t'entend où, Benjamin ? Vas-y, liste-nous ça rapidement avant la fin de l'épisode déjà. Tout de suite. Écoute, effectivement, il y a maintenant 2 podcasts dédiés à l'actu Apple. Il y a iWeek, la semaine Apple, qui est notre podcast hebdo qu'on met en ligne désormais le mercredi soir. C'est une vieille histoire parce que ça a commencé comme une émission de télé sur Watch Télé il y a presque 10 ans maintenant. C'est devenu un podcast il y a 3 ans. Et puis, depuis un peu plus d'1 an, on a un podcast quotidien sur l'actu Apple qui s'appelle La Quotidienne iWeek. C'est 5 minutes par jour, du lundi au vendredi. Et depuis quelques mois, on est en gratuit alors qu'on avait démarré en payant. Voilà. Donc, vous pouvez vous abonner. Profitez-en. Merci Benjamin. Bah écoute, ouais, c'est bien parce que tu fais partie en plus des premiers à avoir expérimenté, je crois, les solutions en France, les solutions podcast payantes avec le bon et le moins bon. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans d'autres instances. Et puis Guillaume, oui. J'allais oublier aussi mon autre activité. Je suis aussi sur des médias très grand public, donc j'ai repris la chronique Tech Innovation sur France Info Radio il y a un peu plus d'1 an. Donc c'est Nouveau Monde, désormais tous les dimanches, désormais l'après-midi. Et puis de temps en temps, vous pouvez m'apercevoir dans Télématin, puisque je fais partie de l'équipe de chroniqueurs. Voilà. Merci en tout cas de nous consacrer un peu de temps, c'est très cool. Et en plus, je suis d'autant plus ravi parce que j'ai quand même énormément de souvenirs avec toi d'avoir fait des couvertures d'événements Apple en live avec des conditions vidéo, parfois des conditions avec lesquelles il fallait jongler avec les imprévus, on va le dire comme ça. Et c'était à chaque fois des super souvenirs. Donc, je suis ravi qu'on puisse partager ce moment ensemble, Benjamin. Moi aussi. Trop cool. Et puis, alors en plus, on est hyper bien entouré parce qu'il y a une voix que vous avez probablement déjà entendue dans d'anciens épisodes de Tech Café, mais aussi dans d'autres podcasts que j'ai eu le plaisir d'animer et de co-animer. C'est un grand retour qu'il nous fait, alors à la fois dans le monde du podcast, mais à la fois dans le monde d'Apple. Il va nous parler de tout ça. C'est Tom Comte. Salut Tom, comment vas-tu ? Salut, c'est dur de passer après Benjamin quand même, parce que moi je suis juste designer et développeur, c'est tout ce que je fais. Non, mais... C'est pas du tout un mal. Mais c'est bien, comme ça on a les deux profils, un profil plus média, habitué à suivre l'actualité chaude, et puis quelqu'un qui est habitué à se retrousser les manches aussi, et à avoir, comme on dit, les mains dans le cambouis des applications et de la production quotidienne. Donc trop cool. On va avoir 2 parties pour cet épisode de Tech Café. On va avoir une première partie dédiée aux stars, c'est-à-dire en gros les choses qu'on va relever, qu'on va avoir relevées chacun, et puis peut-être, j'allais dire, ce qu'il faut retenir de cette conférence pour qui ne veut pas être complètement dans l'exhaustivité de la présentation, mais veut retenir les quelques points forts. Donc on va les lister ensemble, et puis après on reviendra quand même pour chacune des catégories de produits sur quelques éléments complémentaires qui peuvent être intéressants. Et ben écoutez, on va se lancer juste après quelques rappels, à commencer par le fait que Tech Café est disponible en soutien pour un financement participatif sur Patreon. Il suffit d'aller sur patreon.com/techcafé. Vous aurez toutes les infos pour soutenir et accompagner la vie du podcast. Il y a également un serveur Discord dans lequel vous pouvez parler non seulement des produits Apple, mais vous pouvez aussi mettre en muet le salon dédié à Apple si jamais vous êtes allergique à cette marque et que vous préférez parler d'autres choses, y compris de parentalité, de sport, de bouffe ou de tech un petit peu plus éloigné d'Apple. Et évidemment, techcafé.fr, votre site sur lequel vous pouvez déposer les commentaires pour chacun des épisodes et retrouver tous les liens. Je pense que là, vous êtes équipés pendant que vous nous écouterez parler de cette conférence pour aller consulter sur votre smartphone en même temps les infos essentielles. On va commencer par donc
Les stars, moi j'allais dire que la première star que je retiendrai, l'image qui me vient en premier à l'esprit quand je repense à cette conférence, c'est une nouvelle Apple Watch, une Apple Watch Ultra que beaucoup de personnes qui surveillent un petit peu les rumeurs autour de la présentation de produits auraient présenté comme étant une Apple Watch Pro. Alors vraiment, je vais la décrire en quelques mots, mais je vous laisserai revenir sur les points qui vous ont marqué, qui vous paraîtraient intéressants d'être soulignés. C'est un boîtier en titane avec une protection beaucoup plus étroite de la conception d'ailleurs du boîtier de l'écran, un écran en saphir, des performances, alors je vais pas du tout rentrer dans les détails techniques, mais qui vous garantissent une expérience Apple Watch au top du top, et surtout très axé pour l'aventure, pour le trekking, pour la plongée, pour les environnements les plus extrêmes sportifs de notre planète. C'est probablement l'Apple Watch Ultra vers laquelle il faudra tourner, un écran plus grand aussi, donc en tout cas un nouvel élément dans la gamme des Apple Watch qui a fait couler beaucoup d'encre, donc ça on va pouvoir en discuter tous les trois, c'est plutôt cool. Un capteur de température sur la Series 8, donc la nouvelle version de l'Apple Watch de cette année, qu'on voyait venir comme étant un élément, peut-être que c'est notre esprit qui est encore perturbé par le Covid, comme étant uniquement un outil de captation médicale grand public pour remplacer peut-être le thermomètre qu'on peut avoir au quotidien. En fait, ça a été largement associé à la captation de température, oui pour un environnement médical, mais beaucoup dédié aux femmes pour la surveillance de leur cycle tout simplement, et des éléments qui caractérisent leur cycle, donc vraiment très axé sur les cycles féminins. Un élément aussi très marquant visuellement, c'est l'île paradisiaque dynamique, c'est comme ça que je le note, mais de l'iPhone 14 Pro. C'est bien que tu as une traduction en français, toi, c'est bien. Voilà, j'ai essayé de la faire, et puis j'aime bien ce côté un peu superlatifié de ce terme. Apple n'a pas osé. Hein. Ils devraient, je vais leur proposer le terme, mais peut-être que ça leur plaira. L'île paradisiaque Dynamic Island, en tout cas, qui remplace le menton que vous avez l'habitude de voir sur les dernières générations d'iPhone, depuis l'iPhone 10. C'est plus un menton, c'est une petite bubule pilule, donc qui est placée plus à l'intérieur de l'écran. C'est assez difficile à décrire en audio, mais vous allez voir que je vais quand même me risquer à cet exercice. L'idée, c'est que cette bulle va changer de taille grâce à l'écran OLED qui restitue des noirs qui sont très très convaincants et qui sont même trompeurs par rapport à une partie de l'iPhone qui n'est pas allumée, et qui permet de jongler avec les notifications et de vous afficher une nouvelle manière d'interagir avec les aspects un peu passifs de votre iPhone. Tom a plein de choses à dire là-dessus. Ok, oui. On a hâte de voir ce que tu en as pensé. J'ai l'impression que ça t'a convaincu. Les AirPods Pro 2 avec un nouveau processeur, plus de réduction de bruit active, plus d'autonomie et une possibilité de les charger avec le petit galet qui charge actuellement peut-être votre Apple Watch. Donc intéressant de voir qu'il y a une mutualisation des connectiques. On n'avait pas été habitué à ça. Et puis peut-être la star, c'est l'inflation, parce qu'on va pas lister tous les prix, mais comme on pouvait s'y attendre, l'ensemble des produits qui ont été présentés, si on les compare à leur équivalent de l'an dernier, septembre 2021, on a des prix qui sont nettement plus élevés pour commencer à acquérir les produits. Et je pense qu'on rentre dans une succession de facteurs, parmi lesquels la conversion euro-dollar, parmi lesquels l'inflation globalement. Mais malgré tout, la possibilité d'avoir nos produits à temps et au bon moment, comme d'habitude. Donc ça, c'est très cool. Septembre, c'est le mois de la patate pour les fans d'Apple. C'est le mois de ceux qui doivent surveiller leur compte en banque plus que d'habitude, effectivement. L'automne est chaud. L'automne est chaud. Alors, je vais vous laisser la main parce que je pense que c'est vous qui pourrez peut-être le mieux partager un petit peu vos ressentis. Est-ce qu'il y a un élément sur lequel tu veux commencer, Tom, toi, parmi cette liste? Est-ce que tu veux peut-être, je sais pas, l'Apple Watch, le Dynamic Island de l'iPhone 14 Pro? Le Dynamic Island, ouais, qu'on aurait pu appeler, je sais pas, rhododendron ou quoi que ce soit. C'est bizarre. Apple a toujours ce besoin de nommer tout et n'importe quoi. Mais on commence par ce que vous voulez, mais ça c'est le côté pour moi c'est la révolution, mais je vous expliquerai pourquoi. Il y en a qui vont encore m'appeler Apple fanboy, mais peut-être, tant pis, j'assume. Ouais. Je suis d'accord avec toi, hein, Tom. Moi, j'étais très heureux de découvrir l'Apple Watch Ultra, on va en reparler, mais c'est vrai que le moment waouh pour moi de toute la keynote, ça a été quand on a découvert les premières images et l'animation de cette bulle. Et en quelques instants, Apple a transformé des mois de tergiversation autour de l'encoche, ce qu'elle allait devenir, etc., en une idée de génie. Et pour moi, c'est vraiment c'est vrai je pense qu'il y a qu'Apple qui peut nous surprendre comme ça, sur une keynote sur laquelle on a tellement lu et écrit de choses depuis des mois.
Ouais, c'est ça, ouais. On attendait ce fameux i, cette double encoche, cette double fameuse bulle, et d'un défaut entre guillemets, d'une contrainte hardware, ils font un truc absolument génial. Et ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas vu un mix aussi parfait entre du software et du hardware. Et c'est, enfin pour un designer, c'est juste magique, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, juste pour redonner peut-être des éléments. Alors déjà peut-être pour mieux l'expliquer, parce que j'ai essayé de le décrire brièvement, c'est compliqué. Mais vraiment, imaginez-vous que les bulles que vous avez, on parle souvent des poinçons dans les smartphones, sont présents sur cet iPhone 14 Pro. Il y a toujours le petit menton sur la gamme des 14, mais les Pros sont dotés de cette bulle. Et ces parties noires sont étendues artificiellement avec l'affichage de l'écran pour afficher des notifications telles que, alors on va les lister peut-être un peu rapidement, celles qu'on a vues dans la vidéo, mais il y a notamment le player audio, il y a la connectivité avec les AirPods, avec les casques en général. Qu'est-ce qu'on a d'autre les directions, t'as Apple Plan Maps aussi, ouais, plan, ouais, exactement. Apple Maps, oui, pardon, désolé. Mais... Oui, c'est ça. Du coup, je me demandais même dans quelle mesure est-ce que ça allait pas rentrer en conflit, parce que moi j'ai pas vu d'usage vraiment, et peut-être que vous avez vu des tests de votre côté, mais avec les notifications classiques des applications. Qu'est-ce qui se passe quand aujourd'hui on a une application un peu lambda qui envoie une notification? Comment ça vit entre les deux? Je sais pas si vous avez eu l'info de votre côté. Alors, avec la notification, je ne sais pas, je sais que la notification est temporaire. Là, on parle de quelque chose, il faut réaliser que ce que vient de faire Apple, c'est du multitâche sur un iPhone. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Le split screen de l'iPad, c'est bien. Et là, on rentre dans le multitâche. C'est-à-dire que tu vas être dans une app et tu peux avoir, c'est pas juste une notification, puisque cette zone elle est touch. Tu peux interagir avec. En appuyant longtemps, elle se déplie. Et je sais pas, si t'es sur Twitter, tu peux par exemple ouvrir Maps, tu peux ouvrir ton application de musique si elle est lancée. Donc il y a vraiment une autre interaction. On rentre vraiment dans du multitâche pour moi. Et je trouve ça vraiment génial. Tu n'es plus obligé de swiper d'un écran à l'autre pour passer d'une application à l'autre, mais tu peux suivre vraiment en temps réel ce qui se passe à certains moments. Et je trouve ça vraiment très très fort et très bien fait. Au risque qu'il y ait plus de gras de doigts au niveau de la caméra selfie, ça on verra à l'usage. Benjamin, toi aussi, ouais, ça t'a bien marqué cette fonctionnalité. Ouais, tu sais ce que je me suis dit en fait quand on a vu ces images apparaître, je me suis dit c'est tellement dommage. La keynote est projetée avec du public, le Steve Jobs Theater est plein, et moi j'aurais aimé entendre la réaction de la salle, un truc qu'on n'a plus eu depuis le début du Covid. Hein, ça fait 2 ans et demi que cette salle n'avait plus servi, et moi j'espérais qu'on aurait un mix entre une keynote très produite en vidéo, donc mise en boîte, et en même temps la réaction de la salle. Ça aurait vraiment été un moment, je pense que dans la salle il y a dû y avoir une sorte de murmure d'étonnement, de plaisir et de satisfaction à découvrir cette île mystérieuse mais dynamique. Oui, parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que tous les poinçons et toutes les pilules qu'on avait sur tous les appareils, chez Samsung, il y avait d'ailleurs une grande mode qui était de trouver les bons wallpapers pour cacher ce truc-là. Et Apple littéralement dit OK, on a ça au milieu, on peut pas s'en débarrasser parce qu'on ne reviendra pas sur Touch ID sur l'iPhone. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, c'est génial. Et c'est là que tu vois où la force d'Apple, c'est dans la maîtrise de son hardware, la maîtrise de son software, et en disant aux designers, OK, faites-vous plaisir, trouvez-nous quelque chose. Et là, on revient sur du grand Apple. Depuis que Johnny Ive est parti et qu'il touche plus au software, c'est génial. C'est bien, hein, c'est vrai que ça n'a pas que des désavantages, son départ. Il y a 3 réflexions que je me faisais sur ce Dynamic Island. C'est que déjà, on l'avait pas vu venir. Il y a des rumeurs qui indiquaient le fait qu'il pourrait utiliser Apple cette petite zone simplement pour avoir la petite notification de quand la caméra avant est allumée ou le micro. Déjà, on se disait c'est malin de pouvoir exploiter cette zone, mais personne n'avait vu venir cette capacité-là. Et ce qui est d'autant plus captivant, c'est que c'est une innovation qui ne nécessite ni ressources matérielles remarquables, en tout cas pas que détiennent exceptionnellement Apple, et pas de ressources logicielles spécifiques non plus que détiennent Apple. Il y a que quand on a une maîtrise parfaite des deux et beaucoup d'ingéniosité qu'on arrive à proposer ce genre de choses. Dans combien de temps, à votre avis, on va voir arriver ça sur Android? J'ai dit 6 mois ici chez moi. 6 mois, d'accord, ok. On tient les paris. Mais tu sais, c'est vraiment ce qu'on appelle la killer feature, quoi. C'est le truc que les gens, d'abord tout le monde va le retenir. Tu le vois 2 secondes dans une vidéo,
tu fais waouh. Donc j'imagine que chez Samsung, effectivement, il y a dû y avoir un certain intérêt pour cette fonction. C'est évident qu'on va la retrouver chez les autres, mais tout le monde se souviendra que c'est Apple qui l'a sorti en premier. Et à la différence d'une notification, c'est, enfin, vous irez voir pour ceux qui n'ont pas encore vu, c'est, en tout cas, moi, ça me paraît extrêmement organique. Le motion design dessus est tellement bien fait. Je veux dire, quand la barre s'écarte, elle écarte les icônes sur les côtés. Quand elle rétrécit, enfin on a l'impression qu'elle est vivante et c'est ça qui fait qu'elle est chouette. C'est pas juste un truc qui apparaît au milieu de ta tête comme une notification. Tu sais, ça m'a fait penser, pardon, hein, vous avez des souvenirs de vieux cons peut-être, mais ça m'a fait penser à 2007, la première fois qu'on a vu Steve Jobs scroller la liste de contacts ou les morceaux d'une playlist dans l'iPod qui était intégré au premier iPhone. Quand on arrive en bout de liste et qu'il y a ce petit rebond c'est ça. en bas de l'écran, voilà, c'est ce type de réactivité hyper intuitive, presque effectivement organique comme tu le dis. Et voilà, c'est tellement bien fait que y a plus qu'à dire bravo quoi. Enfin, honnêtement. Moi j'ai deux interrogations. C'est est-ce que j'espère que ça ne deviendra pas un gimmick, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même faire attention, c'est juste sur un modèle d'iPhone. Donc, est-ce que ça ne deviendra pas un gimmick? Est-ce que les devs vont en profiter? Et à nouveau, c'est très chouette, mais effectivement, à une main. Alors moi, j'ai un iPhone mini aujourd'hui, qui est absolument génial. Garde-le, ça va être une relique. Un collector. Je viens d'acheter un 14 Pro classique, on va dire. Mais c'est vrai qu'à une main, là, je peux pas l'utiliser. C'est vrai que le fait que ce soit tout en haut, je ne peux pas l'utiliser. Je suis obligé d'avoir mes deux mains. Donc, est-ce que ça va pas devenir un gimmick et est-ce qu'il n'y a pas peut-être un problème d'utilisation, d'expérience utilisateur sur le long terme à cause de ces deux mains nécessaires? Je sais pas, on verra. Le temps nous le dira. J'ai pas envie que ça devienne une touch bar bis. J'espère que ça ne deviendra pas une touch bar bis parce que c'était génial. Et en fait, la touch bar, personne n'en veut. Globalement, tout le monde espère qu'elle va dégager. Tom, tu devrais lancer une class action autour de Dynamic Island, je pense. Il se prépare, il prépare ses billes, là. Il va se servir de cet épisode de podcast pour avoir des billes de ce côté. C'est un peu la crainte, effectivement. C'est est-ce que notre enthousiasme de ne voir ça qu'au travers de tests et de vidéos ne sera pas un petit peu refroidi par une expérience utilisateur qui sera pas aussi convaincante? Ça, il y a que le temps qui nous permettra de le dire. Et moi, la seule réserve aussi que j'aurais peut-être pour commencer à conclure sur cette île dynamique, c'est le fait que ça apporte aussi, probablement, pour une partie du public, une confusion supplémentaire entre les notifs, entre les différents menus qu'il y a en haut, en bas, sur la gauche, les raccourcis qu'il peut y avoir sur l'écran verrouillé, et puis avec iOS 16 aussi, des interfaces en widget, des petits gadgets qu'on peut avoir en plus sur l'écran de verrouillage. Est-ce que finalement, tout ça va pas apporter une complexité qui est déjà avérée, je pense, pour une partie des utilisateurs? Là aussi, il y a que l'usage qui nous le permettra de le savoir. Alors, je comprends tes doutes, Guillaume, mais je pense que c'est tellement intuitif, justement, que c'est une fonction que tu utilises sans avoir besoin de lire le moindre mode d'emploi. Cette bulle, elle apparaît quand elle a besoin d'apparaître. Tu cliques dedans ou pas, tu t'en sers ou pas. Et voilà, je pense qu'on sera très vite rassuré quand on l'aura entre les mains. D'ailleurs, il serait intéressant de savoir si on peut la désactiver. Oh, je suis à peu près persuadé que non. Ça m'a l'air tellement intégré à la façon dont est conçu l'écran, ça me paraît improbable. Mais par contre, ça va vivre dans iOS version après version et ça va se raffiner, ça c'est une certitude. Ah, maintenant, on saura est-ce que ça passera sur les autres produits Apple. Alors, ça, mystère, on verra. Là, on va trop loin. On a déjà un concept en vidéo sur Twitter, sur un iPad Pro, de cette Dynamic Island appliquée à l'iPad. Donc, c'est peut-être une piste qu'Apple a déjà commencé à explorer, évidemment. Oui, parce que c'est vrai qu'en vous écoutant, je me dis finalement rien n'empêche de l'intégrer dans d'autres appareils, même s'il n'y a pas de poinçon de capteur Face ID et de caméra frontale. Après tout, on peut aussi avoir cette interface qui remplace certaines notifications aujourd'hui. Eh ben, on le verra. On le suivra dans le temps. On a trop hâte de les avoir entre les mains pour voir si on va être aussi excité qu'en vidéo. Il y a un autre produit donc sur lequel moi je voulais revenir avec vous et avoir un petit peu vos sentiments. C'est cet Apple Watch Ultra. Moi, j'ai beaucoup de mal à savoir vers quoi ça va arriver. Est-ce que ça va être convaincant? Moi, mon interprétation à ce stade, c'est que l'Apple Watch est un produit qui convainc une partie des sportifs, probablement une partie des personnes qui sont soucieuses d'avoir une petite source d'interaction au poignet qui leur permette de reprendre la main sur leur vie numérique, probablement aussi avoir des capteurs de santé. Ça, c'est forcément des arguments, mais ça n'arrive pas encore à convaincre. Vous savez, les sportifs aguerris dont vous faites peut-être partie, qui ne s'équipent pas d'une Apple Watch
Watch pour leur marathon, mais d'une Garmin, d'une montre un peu plus costaud, qui n'a pas les contraintes. Ah ben voilà, Tom, je vais tout de suite pointer mon doigt dans ta direction. C'est quoi ton sentiment sur cette montre? Et peut-être que tu peux redonner des éléments un peu caractéristiques que j'aurais pas mis en avant. Je suis divisé parce que pour l'instant, ils ont donné des temps d'utilisation parce que c'est ça qui m'intéresse essentiellement. Aujourd'hui, dans ma pratique du sport d'autonomie, c'est ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, quand je vais courir des ultra trails ou des trucs comme ça, quand tu passes les 30 kilomètres, moi je suis pas un sportif, je suis pas un ninja, donc ça peut prendre du temps. On peut imaginer 17 heures, 20 heures de course. Faut que ta montre elle tienne. Aujourd'hui, tu prends certaines Garmin, elles tiennent largement avec le GPS allumé et elles te tracent ton parcours parfaitement. Et en plus, c'est des montres que tu peux recharger en courant. Est-ce qu'on peut faire ça avec l'Ultra? Je ne sais pas. Combien de temps elle tient? Il parle d'un marathon, mais c'est pareil, un marathon c'est 4 heures. Donc au final, c'est pas grand-chose. 4 heures, ça peut être plus. Ça peut être plus, ça dépend de moi, ce serait plus. Moi, je peux te garantir que je le fais pas en 4 heures. Non, mais voilà, tu vois, mon truc, c'est est-ce qu'elle tient 15 heures, 20 heures? Moi, j'en ai besoin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une Apple Watch. Et quand je vais courir très longtemps, je prends mon autre montre. Je vois sur le site, sur la page produit, 36 heures d'autonomie sur une seule charge et jusqu'à 60 heures en mode économie d'énergie. Parce que oui, au passage, on peut peut-être aussi présenter cette demi-star. C'est la fonction d'économie d'énergie qui arrive sur la prochaine version de WatchOS. Donc pour toutes les montres à partir de la série 3, je crois, et qui va permettre de ponctuellement doubler l'autonomie, un peu comme vous avez un mode économie d'énergie qui vous permet de terminer la journée un petit peu plus sereinement. Vous pourrez activer ça en début de week-end, espérer peut-être, on croise les doigts, ne pas avoir à charger votre Apple Watch le samedi soir et revenir le dimanche soir avec encore un peu de batterie pour pouvoir ouvrir la serrure connectée. On espère vraiment, et on croise les doigts. On espère qu'elle donnera encore l'heure surtout. Oh, ouais, c'est quand même la base, effectivement. Avec, on verra, c'est quand même l'essentiel. Et en tout cas, si ça se vérifie, y compris dans une activité sportive avec le capteur GPS, etc., tant mieux. Benjamin, est-ce que tu as une activité sportive ou des conditions d'utilisation qui justifieraient pour toi, ou peut-être que ce serait pour le travail, l'acquisition d'une Apple Watch Ultra? Dis-nous pour tout. Tester. Pour le travail, on va forcément trouver un prétexte. Ça, c'est pas un problème. Non, écoute, moi, je me suis dit en la découvrant que d'abord, c'était vraiment une montre d'homme. Autant les autres Apple Watch, même le plus grand modèle peut convenir, je pense, à des avant-bras et des poignets de femmes. Elle a l'air tellement énorme, elle est fat, cette Watch Ultra, que même sur des bras d'homme et pas des gringalets, elle est énorme. Donc je pense qu'il va déjà y avoir une segmentation presque physiologique. Certains bras ne pourront pas la porter. Ensuite, moi j'ai été assez séduit par le concentré de technologies qui ont l'air à toute épreuve, entre l'étanchéité, entre le boîtier en titane, le verre en saphir, l'autonomie qui est assez considérablement augmentée par une batterie qui, j'imagine, est plus grosse à l'intérieur. Voilà, c'est une montre qui mérite vraiment ce nom d'Ultra. En plus, je pense que ça fait référence à des épreuves de trail, etc. Donc, il y a une vraie logique à l'avoir appelé comme ça. Pour Apple, c'est un produit stratégique parce que effectivement, Garmin a pris possession du marché du haut de gamme sur les montres connectées de sport. Et Apple peut pas se permettre de laisser un concurrent comme ça lui passer devant, donc il fallait un produit pour aller les chercher, et c'est vrai que le prix là pour le coup est assez dingue, parce que si on compare avec des montres Garmin haut de gamme, on est plutôt sur des prix entre 1000 et 1500 euros. Alors à $800 prix de départ pour l'Ultra et moins de 1000 euros en France si je me trompe pas à TTC. C'est vraiment je pense un super produit pour ceux qui ont besoin d'une montre à toute épreuve.
Ouais, ce sera les tests des sportifs aguerris qui pourront nous donner la réponse. Ce qui est intéressant au passage, c'est le nommage ultra. Oui, on s'attarde un peu parfois sur les nommages des produits Apple, mais ça fait partie aussi de notre plaisir. Donc laissez-nous profiter de notre plaisir du moment. D'aucuns avaient spéculé sur une Apple Watch Pro et ultra, sauf erreur, il y a le M1. Non, ou je dis des bêtises. Il n'y a pas un M1. Non, et donc du coup, c'est marrant de voir que cette appellation ultra correspond à un segment de produits qui, je trouve, ça marchait pas aussi bien avec le Pro. Pour moi, la gamme des Pros, peut-être l'iPhone 14 pour de la production vidéo, pour les vidéastes, pour les métiers qui ont besoin de la captation vidéo, photo, pourquoi pas. Il y a d'autres produits qui sont appelés Pro qui, pour moi, le justifient pas trop. Ultra, je trouve ça marche super bien avec l'Apple Watch, avec celle-ci. Je suis d'accord. Ouais, pareil. Mais c'est vrai que pour revenir à ce que disait Benjamin sur la taille, moi j'ai la série 7 en 45 et ma Garmin, si je me souviens bien, doit être en 45 aussi. Et c'est vrai que c'est déjà de très grosses montres. J'ai pas un très gros bras et je me demande ce que ça pourrait donner effectivement sur un bras de gringalet comme moi. Donc c'est du 49 mm là. Ouais, c'est pour ça que enfin voilà, moi j'avais essayé une Garmin en 50 et je t'avoue que je pouvais pas courir avec le bras, il était par terre mon bras, c'était trop lourd. Tu penchais à gauche. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux caractéristiques dans les produits pour sportifs. Je pense notamment à des usages en plongée, un usage qui a été bien décrit dans la vidéo et en plus j'ai pris le temps là tout à l'heure d'appeler mon frère qui fait beaucoup de plongée. Je l'ai interrogé aussi à ce sujet-là. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre d'activités sportives de haut niveau, on a parfois besoin d'un grand appareil pour avoir une lisibilité au top. Ce qui compte aussi beaucoup, c'est le poids. Parce que ça peut gêner. Là, on rappellera qu'elle est en titane, donc probablement une meilleure optimisation au niveau du matériau pour avoir quelque chose qui soit grand, surtout très solide et pas trop lourd. Là aussi, c'est les tests qui nous permettront de savoir si ça vaut le coup. Petit avis très rapide qui n'engage que mon frère et sa femme dans le cadre d'une utilisation en plongée. Il y a des ordinateurs de plongée, je retiens le terme maintenant, ordinateurs de plongée, qui sont extrêmement performants pour ce prix-là et il faudra sacrément convaincre notamment les fournisseurs de matériel tiers, par exemple ceux qui fournissent les connexions sur les bonbonnes pour gérer le gaz, l'oxygène que vous avez pour votre plongée, pour arriver à convaincre des plongeurs. Ouais, mais Guillaume, alors je suis d'accord, hein, c'est vrai, mais l'argument d'Apple, je pense que ça va être l'un des arguments, c'est qu'elle fait tout ça, elle a toutes ces fonctions très spécialisées qui valent probablement celles qu'on trouve sur des produits concurrents, mais elle fait aussi tout ce que fait une Apple Watch, entre guillemets, classique. Exact. Et sur ce point-là, les autres peuvent pas s'aligner. Exactement, et par contre, ton point, je pense, va dans les deux sens. C'est que tu as raison pour les avantages. Je pense que ça apporte quelque part aussi les inconvénients. Aujourd'hui, quand tu achètes un ordinateur de plongée, tu peux espérer qu'il te tienne 8, 9, 10 ans. Est-ce que l'Apple Watch Ultra sera maintenu avec WatchOS dans plus de 5, 6 ans ? On verra. C'est un peu la tendance d'Apple, forcément. Mais il y a un autre petit doute par rapport à ce que tu disais, Guillaume. C'est aujourd'hui un ordinateur ou une montre Garmin, elle fonctionne sur tout type d'appareil. De smartphone, ouais. Comment convaincre les gens qu'ils doivent investir et dans une montre et dans un téléphone ? Il y a vraiment un truc sur lequel je suis curieux là à voir et à nouveau on verra avec le temps, mais écoute, il y a bien des gens qui achètent un iPhone 14 Pro rien que parce qu'il y a une île dynamique dessus. Alors pourquoi pas finalement. Je vois pas de quoi tu parles. et en plus, alors je te regardais un petit peu, mais j'ai aussi plein de personnes aujourd'hui qui m'ont dit j'ai vu la présentation Apple, il me faut un iPhone 14 Pro, je regarde les notifications, je trouve ça trop bien. Bon. Un petit point, donc je le disais tout à l'heure, le capteur de température, on pensait qu'il arriverait pour qu'on puisse surveiller si on a le Covid ou pas. Benjamin, c'est un petit peu plus complexe que ça, j'ai l'impression, le capteur de température sur la nouvelle version de la Watch. Ouais, on va dire que l'argument marketing, c'est pas le Covid, parce que je pense que le Covid, ça fait partie un peu de notre histoire récente, mais de l'histoire, n'est-ce pas ? Et je pense que Apple avait pas du tout envie d'associer un nouveau produit au Covid. C'est beaucoup plus vendeur de s'adresser à toutes les femmes. On m'a dit d'ailleurs, je profite de ce que tu dis, Benjamin, avant de te laisser terminer, je fais une toute petite coupure, on m'a dit, j'ai eu plusieurs retours qui me disent, qu'est-ce qu'elle est anxiogène cette keynote ? Elle est pas drôle comme les WWDC, alors c'est pas forcément la vocation, mais on m'a dit, qu'est-ce que c'est ? Alors, on va en reparler tout à l'heure, mais quelqu'un, il manquait qui ?
Eh ben, il manquait Craig Federighi. Alors qu'on voit plus souvent, probablement dans les WWDC, effectivement, et qui donne peut-être aussi cette saveur. Mais au-delà de ça, on me citait la gestion des accidents. On va en mentionner on va en faire un petit mot tout à l'heure. Il y a les catastrophes qui font que tu te retrouves sous un orage perdu en pleine montagne. On va en reparler aussi avec la connectivité satellite. C'était un peu anxiogène, mais bon, je te laisse continuer. Ouais, c'est vrai. Non, mais voilà, juste sur le capteur de température, moi je pense que c'est une fonction hyper pratique. Alors pas seulement pour les femmes, hein. C'est vrai que ça permet aussi de faire le point si on a, je sais pas, mal au crâne, tac, on fait un petit test de température. Ça va plus loin que ce qu'on on pensait sur la base des rumeurs. Au début, on pensait que ce serait juste un capteur qui nous dirait attention, ce serait peut-être bien que vous preniez votre température, alors que là c'est un vrai thermomètre en fait intégré à la montre avec une précision de 0,1 degré Celsius si je me trompe pas, donc c'est quand même super précis. Et voilà, l'argument marketing, il s'adresse à toutes les femmes. Et ça va leur permettre effectivement de suivre leur cycle de manière précise. Donc je pense que c'est beaucoup plus malin de la part d'Apple que de entre guillemets vendre cette fonction en la liant au Covid. Ouais, et forcément pour le coup un peu moins anxiogène aussi. Et c'est quand même, on peut un tout petit peu rentrer dans le détail sur le fait que c'est pas simplement un petit thermomètre qui est coincé en dessous de la montre. Oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'il capte la température qui est plus éloignée de votre peau, et donc il faut un différentiel entre les deux. Pour prendre en compte, c'est tout con, hein, mais s'il fait chaud, s'il fait froid dehors, voilà, ça fait partie de ces détails qui sont bien intégrés. Ça t'a plu, Tom, aussi, de voir que c'était intégré comme ça? Mais je trouve ça intelligent parce qu'aujourd'hui sur Garmin j'ai un capteur de température et c'est juste n'importe quoi. C'est jamais pauvre Garmin s'ils écoutent cet épisode. Des fois tu regardes sur ton téléphone, on te dit qu'il fait 25 degrés et puis le capteur, comme il est à côté de toi, que t'as sué machin et tout, il est à 30 degrés, donc tu peux pas lui faire confiance si tu veux. Et là le fait qu'il y ait un capteur sur la peau et un capteur sous l'écran et qu'ils arrivent justement à faire le delta entre les deux, c'est génial. Je trouve ça génial. Ouais. On n'a pas de portée, mais aujourd'hui, ils ont pas de concurrent là-dessus aujourd'hui, en tout cas. Pas dans cette qualité-là, et pas de trucs qui soient pas des choses professionnelles, en tout cas des appareils professionnels. C'est sûr que si on compare avec les concurrents identifiés, les montres de la concurrence, on n'est pas à ce niveau d'intégration, à ce niveau de fonctionnalité. Ils font la course un peu en tête. On va mettre de côté nos montres pour se tourner vers le ciel, parce qu'effectivement, c'était probablement la rumeur qui était la plus attendue et qui a été le plus facilement confirmée dans le cadre de cette présentation. Il faut dire que le contexte des annonces technologiques qui était très favorable entre les annonces côté Starlink et des opérateurs américains et vraiment l'ensemble des indicateurs qui montraient que ça arriverait, on en parlait même déjà l'an dernier, c'est la connectivité satellite. Alors non, ne rêvez pas, vous n'allez pas pouvoir abandonner votre forfait 4G ou 5G que vous avez aujourd'hui pour remplacer ça par une connectivité à très 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 haut débit sur le satellite. L'usage est subtilement différent. Il s'agit de la possibilité de connecter à un satellite votre iPhone 14, là où le réseau ne capte pas pour des besoins d'urgence. Vraiment sommairement, hein, vous vous retrouvez coincé en haut d'une montagne et complètement dans l'incapacité de rentrer. Vous avez besoin d'appeler les secours. Grosso modo, le service intégré à l'iPhone va vous montrer comment l'orienter intelligemment vers le satellite le plus proche pour connecter le mieux possible la liaison, alors qu'aujourd'hui c'est vrai que les téléphones satellites, comme il le montrait dans la vidéo, sont plutôt pas très sexy et assez encombrants avec une grosse antenne. Là c'est facilité et très cher en plus, pas du tout intégré, pas du tout offert avec ton nouvel iPhone, et donc il y a cette connectivité qui va nous permettre de nous sortir des situations qu'ils espèrent les plus rares possibles, évidemment, mais les plus compliquées. Ça c'est marrant parce que c'est vraiment une rumeur qui est arrivée, et pourtant une fois qu'on a vu la keynote, j'ai pas l'impression que ça ait vraiment marqué les esprits. Je sais pas, Benjamin, ton sentiment? Moi tu vois, les deux vraiment les deux news majeures pour moi de cette keynote, c'est le Dynamic Island dont on parlait tout à l'heure et cette fonction de SOS d'urgence par satellite. C'est il faut s'imaginer ce que ça va représenter. Ça va effectivement sauver des vies. Alors c'est pas Tim Cook qui l'a dit, c'est Elon Musk 15 jours plus tôt, parce qu'il a présenté, comme tu le disais, lui aussi une variante de cette technologie d'une certaine manière. Ce qui est intéressant, c'est que Tim Cook et Elon Musk apparemment se sont rapprochés parce qu'ils ont discuté de la possibilité d'intégrer Starlink dans la techno utilisée par les iPhone 14, et apparemment c'est
peut-être plutôt en bonne voie. Donc ils se sont un petit peu éloignés à cause de Tesla. Ils vont peut-être se rapprocher grâce à Starlink. Qu'est-ce qu'on aimerait être au milieu des deux pendant qu'ils discutent de leur contrat à venir. Tom, ça t'a marqué cette connectivité satellite comme Benjamin ? Ouais, je trouve ça pas mal, mais j'aimerais bien connaître le prix après 2 ans. Et je trouve tout. Bonne question. Enfin, et je trouve ça quelque part étrange que une fonction qui soit éventuellement aussi vitale soit payante de cette manière-là. Tu vois, il y a peut-être une autre façon de le faire, parce que c'est vrai que te dire avant d'aller sortir, est-ce que je suis toujours abonné ou pas, voilà, c'est mon interrogation, mais je t'avoue que c'est quelque chose que j'aurais éventuellement aimé avoir il y a quelques mois. J'ai fait un malaise, j'étais en pleine forêt et j'avais pas de connexion, et je peux t'assurer que je me suis senti tellement seul à ce moment-là que oui. J'étais au plus bas. Donc éventuellement, j'espère ne jamais m'en servir, mais je comprends l'utilité et je trouve ça génial. Enfin voilà, on est connecté au satellite s'il y a un besoin, et si ça marche très bien, c'est comme le détecteur d'accident, c'est tellement une avancée vers la sécurité, je trouve ça formidable aujourd'hui. Ouais. Sur la stratégie, Guillaume, d'Apple, effectivement, qui a annoncé que le service serait gratuit pendant les 2 premières années. Alors, ça concerne que les US et le Canada pour l'instant. En fait, un de mes complices de l'équipe d'iWeek a avancé cette idée. En fait, 2 ans, c'est long. Ça donne aussi le temps à Starlink de lancer sa propre techno. Ça leur donne peut-être le temps de discuter aussi. Et puis Apple va pouvoir mesurer à la fois l'intérêt que ça a pour ses utilisateurs, peut-être le bénéfice réel en termes de vie sauvée, etc. Et peut-être qu'à terme, Apple en fait l'intégrera gratuitement ad vitam dans tous ses iPhones, parce que il semblera évident que c'est pas un service auquel tu t'abonneras au moment où tu n'auras plus de réseau, justement. Tu vois, c'est hyper intéressant parce que en fait, c'est vrai que le panorama concurrentiel de la connexion à Internet par satellite ne se résume pas à Starlink. Il y a plein de projets de ce type, et c'est vrai que c'est un marché qui est en train de se construire, et il est vraiment pas mature. Et ce que je retiens de ce que tu dis, Benjamin, et de l'hypothèse que vous avez formulée dans iWeek, c'est que c'est pas tant un modèle économique que une phase bêta du mode de distribution, quoi. Exactement, okay. Dans l'idée. Moi, je pense que je suis raccord avec toi. Je pense que ces 2 ans, c'est un temps de réflexion pour voir comment ils le font, parce que tu te rends compte si c'est les seuls à offrir ça de base tout le temps avec leurs produits. Enfin, ils ont un truc, ils ont une carte majeure à jouer là, donc je pense qu'il y a des trucs qui vont se jouer en arrière-cour, des négociations, et ça va être fou. Avec la petite réserve quand même que tu sais, t'as toujours tendance à te dire, bon, les catastrophes, ça arrive qu'aux autres. C'est-à-dire que le mec qui est en haut de sa montagne, qui va avoir besoin d'appeler les secours, c'est jamais à moi que ça va arriver. Tom, t'es l'exemple vivant que ça fait partie de la vie. C'était il y a pas si longtemps. Moi, ce que je trouve aussi super intéressant avec ces 2 annonces de Starlink et d'Apple, c'est comment est-ce que les opérateurs traditionnels voient ces technos se déployer, parce que aujourd'hui, alors ça a peut-être un côté anecdotique parce que les débits sont très faibles, ça va concerner qu'un tout petit nombre d'utilisateurs évidemment, mais moi je serais pas étonné que d'abord côté Starlink les débits augmentent assez vite. Et qu'est-ce qui nous dit que dans 10 ans, la connexion par satellite ne deviendra pas la norme, la connexion principale, tu vois, par rapport au réseau terrestre. Donc, c'est super intéressant ce qui est en train de se jouer. Tu sais ce qu'ils peuvent faire aussi éventuellement, l'intégrer dans l'abonnement Apple One. Aussi. Effectivement, ça peut être un argument des abonnements iCloud, Apple One, etc. Absolument. C'est clairement en train de se construire un petit peu sous nos yeux, et de toute façon ça aurait été très compliqué qu'ils arrivent en disant abonnez-vous à notre service de connexion par satellite Apple pour $9,99 par mois. Je pense que ça aurait été très difficile de convaincre le grand public de ce type de solution, et donc de l'intégrer au moins 2 ans, l'achat d'un iPhone 14, c'est plutôt malin. Puis c'est un argument marketing de plus. Je pense que d'ailleurs leur publicité pour l'Apple Watch qu'il y avait en début de keynote, elle reflète tout à fait ça. C'est l'Apple Watch, c'est pas juste une montre jolie et qui fait des notifications, c'est une montre qui
a sauvé la vie de certaines personnes déjà. Donc c'est vraiment un argument. La santé, la préservation de la vie, ils misent là-dessus. Donc ça c'est complètement aligné avec ce qu'ils font déjà. Ouais, tu cites les lettres que Tim Cook reçoit, exactement, qui ont un côté très authentique et assez indiscutable, et en même temps je peux pas m'empêcher d'y voir, ne serait-ce que dans la façon dont c'est tourné et diffusé, une mise en scène qui donne un petit arrière-goût un peu étrange, mais c'est peut-être mon côté un petit peu malicieux qui voit de travers ces témoignages. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont ouvert un créneau avec l'iPhone et l'Apple Watch, et puis plus ils avancent, plus ils se rendent compte que ça a un sens, que ça parle aux gens, qu'ils ont des retours, que ça leur sert aussi pour leur com. Et donc aujourd'hui, c'est devenu vraiment un axe majeur, y compris dans le développement des nouveaux produits, je pense. Et d'une certaine manière, il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, moi, j'aurais jamais imaginé qu'un iPhone puisse se connecter à un satellite directement. Donc il y a des temps qui changent aussi. C'est beau le progrès, quand même. Et c'est aussi beau, effectivement. Il y a pas si longtemps, on a fait un épisode de Tech Café où on se situait en 2002. Si vous l'avez pas écouté, écoutez-le dans le flux. Vous allez voir, c'est détonnant. On parlait même pas de Wi-Fi à l'époque. La techno arrivait, mais on l'appelait pas Wi-Fi. Dernière chose, AirPods Pro 2, un petit mot, Tom, d'une part parce que tu l'as mis dans ton panier tout à l'heure, et puis peut-être Benjamin aussi parce que tu es un amoureux toi aussi du son. Chacun peut-être un petit témoignage, un petit retour sur ces AirPods Pro 2, enfin sur une impression de ce qui a été présenté évidemment. Tom? Moi je les attendais parce que j'avais que des AirPods et on va me dire que je suis un sale fanboy, mais les seuls très très bons écouteurs que j'ai eu autres ceux-là, c'est des Jabra, des Intra Jabra qui étaient formidables, mais ceux-là, aujourd'hui j'ai pas les pros, j'avais pas les pros, j'attendais la nouvelle version. J'ai la dernière génération des AirPods classiques, on va dire, et c'est quelque chose que tu oublies au quotidien. Enfin voilà, toute la journée je fais de la visio puisque je suis en télétravail, je les oublie toute la journée, ils sont dans mes oreilles et je n'ai jamais mal, c'est quelque chose qui me dérange pas, mais j'avais envie quand même d'avoir l'annulation du bruit parce que je l'avais essayé, c'est vraiment très impressionnant. Donc là j'ai craqué, voilà. Apparemment si c'est 2 fois plus efficace qu'avant. Et tu vas encore plus les oublier quand tu t'approprieras le mode transparence qui est assez incroyable aussi, je trouve. Benjamin, ton sentiment? Ouais, alors moi c'est ma seule réserve de la keynote. Pour moi, AirPods Pro 2, un peu non événement. Je vois pas bien les avantages majeurs par rapport à la première génération. Tom, tu faisais référence à la qualité du son. Moi, je trouve pas que ce soit des super écouteurs. Ce qui m'intéresse et ce qui m'a intéressé à leur sortie, c'était les seuls AirPods qui nous permettaient de bénéficier du son spatial, du spatial audio. Ouais. Et ça, je trouve que c'est vraiment vraiment chouette. Maintenant. Voilà, AirPods Pro 1, AirPods Pro 2, franchement, si vous trouvez une super occasion sur des AirPods Pro 1, prenez-les. D'autant que eux aussi coûtent plus cher. Oui. Ils ont pris 20 ou 30 euros si je me trompe pas. Et là où Apple est quand même d'une mesquinerie sans nom, c'est que ils ont profité de leur sortie pour nous proposer une version uniquement Lightning des AirPods 3 à 10 euros de moins que la version avec boîtier induction. Il y a que quand tu maîtrises aussi bien que la chaîne d'approvisionnement que tu peux te permettre ce type de mesquinerie, je pense. Ouais, donc un petit conseil, surtout n'hésitez pas, mettez 10 euros de plus et prenez la version avec le boîtier qui peut aussi se charger par induction. Voilà. Est-ce que c'est une bonne année, peut-être pour conclure, avant de parler des prix, pour recommander des produits Apple en mettant de côté les expériences personnelles, mais quand on garde à l'esprit que probablement en 2023, les prochains iPhones, en tout cas ce serait là les iPhone 14, les derniers iPhones avec Lightning, et a priori, si je dis pas de bêtises, peut-être aussi les derniers boîtiers AirPods avec Lightning qui vont être annoncés. On pourrait vraisemblablement passer à l'USB-C, tout cela est au conditionnel, mais ça reste probable compte tenu de la législation qui entre en vigueur. Est-ce que c'est une bonne année pour s'équiper d'un iPhone et de boîtier de AirPods, Benjamin? En tout si cas, je dis ça comme ça, tu vas pouvoir dire que non, forcément. Non, mais si. Non, mais honnêtement, il n'y a aucune raison de ne pas le faire avec la gamme iPhone 14. Si vous avez
D'abord, si vous venez du monde Android, évidemment, n'hésitez pas. Si vous avez un iPhone qui a plus de, on va dire, 3-4 ans, vous verrez la différence, vous sentirez la différence. Ce sera beaucoup plus agréable et ça vaut le coup. Maintenant, si vous avez un iPhone 12 ou 13, très honnêtement, à moins de vouloir vous faire plaisir avec le Dynamic Island, c'est pas forcément indispensable. D'autant que notamment la fonction de SOS d'urgence par satellite n'est pas ouverte en France et à mon avis ne le sera pas avant 2 ans. Un paquet de mois, hein, on va dire ça au minimum. Voilà, il n'y a pas vraiment de raison. Sur le passage à l'USB-C, alors jusqu'à la keynote, je me disais que 2023 serait l'année de la transition universelle et pour tous les produits. Depuis que j'ai appris qu'Apple sortait des iPhone 14 sans tiroir SIM aux US, je me dis, qu'est-ce qui les empêcherait de continuer à proposer des iPhone 15 Lightning aux US et des iPhone 15 USB-C en Europe, puisque ce sera obligatoire. Voilà. Donc j'ai un gros doute sur la bascule mondiale vers l'USB-C des produits Apple l'année prochaine. Ouais, ils ont adapté d'ailleurs pour la 5G par exemple, les antennes n'étaient pas tout à fait pareilles. Exactement. On sait qu'ils ont l'habitude d'adapter leur matériel aux contraintes incontournables des marchés dans lesquels ils distribuent leurs produits effectivement. Un dernier mot sur le prix, les réactions qu'on voit tous les ans sur les réseaux sociaux, c'est "Oh, t'as vu le prix trop cher." Bon, là c'était anticipé, c'était prévisible. Tenez-vous bien, même la PlayStation 5 a pris 50 €. Donc bon, pas toutes les consoles, mais une partie des produits de la tech subissent l'inflation, subissent aussi le cours euro-dollar. Cette augmentation de prix, par exemple, se constate pratiquement pas, enfin en tout cas beaucoup moins dans des marchés comme le Canada. Benjamin, est-ce que c'est une réaction que tu as souvent vu passer? Ça, c'est cette année, ils sont encore plus chers que d'habitude. Et est-ce que c'est vrai? Et est-ce qu'on peut raisonnablement se dire que c'est normal, entre guillemets? Mais moi, je trouve qu'il ne se passe pas du tout ce qui était prévu. C'est-à-dire que aux US, les prix n'ont pas bougé. Apple l'a annoncé très clairement pendant la keynote. Ça nous a donné plein d'espoir. Et puis quand on a vu les prix sortir, notamment en France, on s'est dit, mais il y a un problème, quoi. Parce que les prix, pour nous, ils ont fortement augmenté. Je crois qu'on est entre 12 et 17% selon les produits. Il y a que 2 pays, en fait, où les produits restent au même prix que, par exemple, la gamme iPhone 13 ou les AirPods Pro 1. C'est les États-Unis et la Chine. Et c'est super intéressant parce que les États-Unis, c'est le marché intérieur, c'est la maison. Donc on va pas faire subir aux Américains une hausse qui les fâcherait. Et puis la Chine, c'est le plus gros marché potentiel. Et donc pour des raisons différentes, ce sont 2 pays où Apple choisit de ne pas augmenter ses prix. Mais à contrario, il faut quand même financer la hausse du prix des composants, la hausse du coût du transport, les taux de change qui ont changé. Et donc, moi, j'ai un peu l'impression que c'est nous qui payons la stabilité des prix aux États-Unis et en Chine. Et de ce point de vue-là, je trouve pas ça très, très juste. Mais bon, c'est le choix d'Apple et c'est sa stratégie. Et en plus, ça marchera quand même. C'est ça qui est vexant. Bon, il y a vraiment, encore une fois, ce cours euro-dollar qui, je pense, n'est pas à l'avantage de l'Europe. Mais t'as raison, ça reste très spécifique aux États-Unis et à la Chine. Mais et aux États-Unis où il y a la moitié, ça y est, le chiffre est sorti il y a quelques jours, la moitié du marché des smartphones, c'est iOS. Donc voilà, c'est même pas c'est même pas Apple, Samsung, etc. C'est iOS, c'est 50% du marché des smartphones aux États-Unis. Moi, il y a un point je l'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure. Alors c'est pas lié au produit, c'est lié, on va dire à l'ambiance et à la forme. C'est quand même le retour en présentiel. On sait qu'Apple est quand même hyper prudent avant de prendre ce genre de décision. Ça a été les premiers à imposer les masques, ça a été quasiment les derniers à accepter de les enlever. Donc ils ne prendraient jamais aucun risque. Et là, le fait que cette keynote ait lieu avec du public, et la salle était comble, le Steve Jobs Theater, moi ça m'a fait plaisir, parce que même si on n'a pas vu la salle, même si on n'a pas vu Tim Cook qui apparemment est monté sur scène avant
que ne démarre le flux, sans doute pour dire bonjour et pour faire l'intro de la soirée. Moi j'ai assez hâte qu'on revienne à un format plus proche de ce qu'on connaissait avant le Covid, c'est-à-dire des événements en direct, en public, où il peut se passer des choses, où on a cette interaction, et où on sent les choses. Moi j'en ai un peu marre des keynotes où on nous balance juste un film qu'on regarde chacun chez soi. Je trouve que ça a duré 2 ans, c'est bien suffisant. Et puis voilà, j'ai envie de retrouver cette émotion, cette ferveur qui est assez propre à Apple, quoi. On peut le comprendre. Il y a un point aussi qu'on n'a pas forcément relevé, mais vraiment vous l'avez en implicite dans tous les épisodes de Tech Café, donc je vais pas le ressouligner ici, mais c'est l'enjeu écologique de la consommation des produits. Donc vraiment prenez la restitution qu'on vous fait avec toute la conscience de ce qu'engendre le fait de changer d'appareil si vous en avez pas vraiment besoin, même si évidemment là on parle d'une marque qui intègre bien ça à sa distribution de produits et qui se fait fort de le rappeler. Il y a un point intéressant, Guillaume, tu as tout à fait raison de le souligner, le fait qu'Apple utilise le même processeur pour les iPhone 14 et 14 Plus que celui de la gamme iPhone 13, quelque part, ça va dans le sens d'une attitude plus éco-responsable, puisque ce processeur va avoir une durée de vie plus longue. Alors, ça mécontentera peut-être les acheteurs d'iPhone 14 et 14 Plus qui voulaient avoir le A16 Bionic tout nouveau, tout beau et un peu plus puissant. Mais voilà, il y a aussi, je pense, une volonté d'Apple, au-delà du fait d'amortir davantage sa production de processeurs, d'étendre un petit peu la durée de vie des produits, et ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Ouais, il y a forcément plusieurs raisons qui motivent ces choix-là, et ça doit forcément en faire partie. Alors, par contre, c'est vrai que simplement au sujet de l'impact sur la consommation énergétique, sur le poids pour l'environnement, je me dis juste, quand je repense au retour du présentiel, c'est vraiment terrible, moi, aujourd'hui, je trouve, de voir que tu as des journalistes qui sont déplacés du monde entier pour aller assister à une présentation pour laquelle le grand public et finalement peu de monde a profité de cet effet live qui te manque et que tu décris, Benjamin, pour simplement faire des prises en main de produits qui auraient pu être disponibles dans des prises en main de produits un peu partout dans le monde. Toutes les autres marques de la tech, quand ils font des lancements mondiaux, arrivent à faire des points régionaux où tu peux faire des prises en main de produits. Il y a qu'Apple qui l'interdit, entre guillemets, à quelques jours près même. Mais je pense que c'est une forme de transition vers un retour complet à une forme plus proche de ce qu'on a connu avant. Voilà. Je pense qu'il y a une forme il y avait à la fois l'envie de refaire converger les gens, et ça, même si c'est pas très bon pour le bilan carbone, je trouve que dans une dynamique de retour à la vie, c'est super important. Et en même temps, Apple a pas non plus voulu complètement lâcher tous les chevaux, sinon on aurait droit à une vraie keynote sur scène, etc. Donc voilà, j'espère que ce ne sera qu'une keynote un peu de transition entre la période Covid et puis un vrai retour à ce qu'on a connu il y a pas si longtemps. Une des keynotes transition en tout cas. Allez, on a quelques éléments quand même qu'on peut discuter ensemble, sur lesquels on peut discuter et échanger ensemble. Au sujet, je vous laisserai picorer parmi les sujets que je vais lister. Alors pour l'Apple Watch, je voulais quand même relever, on l'a mentionné tout à l'heure rapidement, mais la détection des accidents qui arrive à un niveau hyper intéressant parce que il y avait déjà une détection des chutes et c'est un argument souvent qui arrive à convaincre le fait d'équiper des personnes qui sont en perte de dépendance, des seniors, d'Apple Watch, d'autant qu'il y a la configuration familiale qui permet de les en équiper sans pour autant leur acheter un iPhone et qui permet de faire un élément de surveillance. Il y a la détection donc des chutes, d'accidents, mais il y a désormais la détection des accidents en voiture. C'était pas tout à fait clair pour moi et vous me corrigerez ou me compléterez sur la disponibilité de cette fonction sur les anciennes Apple Watch, mais en tout cas c'est une direction que prend Apple et qui est hyper intéressante. Il y a aussi pour l'Apple Watch la maturité de ce type de produit pour toute une partie de la population des enfants. En fait, aux États-Unis, il y a une bonne partie de la population enfant qui est équipée d'Apple Watch parce que ça permet de repousser l'acquisition d'un premier smartphone pour un enfant parce que il y a une limitation qui est un petit peu plus forte et le coût d'acquisition forcément pour une famille est pas aussi important. Donc un élément de transition qui est intéressant à identifier et sur lequel je veux bien votre retour si vous avez des réflexions à ce sujet. Et puis on l'a mentionné tout à l'heure, mais je trouve qu'il y a quand même un des éléments qui est souvent critiqué de l'Apple Watch qui peut être levé, on le verra dans les tests, avec la nouvelle version de WatchOS qui arrive à partir dans quelques jours, c'est l'autonomie en hausse. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, avec ce mode économie d'énergie qui permet d'espérer
préféré faire un week-end sans emmener son chargeur. Tom, est-ce qu'il y a un truc qui t'inspire parmi ces éléments que j'ai listés ou autre chose au sujet des Apple Watch que tu voulais souligner pour les mettre de côté, nos Apple Watch? Je suis curieux de savoir en quoi consiste ce nouveau mode économie d'énergie, parce que c'est vrai que si ça t'affiche juste l'heure... Non, c'est plus que ça, a priori, parce qu'il y a déjà un mode aujourd'hui sur l'Apple Watch qui te limite à l'affichage de l'heure, donc on imagine que ça va plus, mais on ne sait pas de quoi il s'agit exactement. Exactement, il y a quand même des inconnus, mais ce qu'on voit, c'est que je pense qu'aujourd'hui, ils sont arrivés à enfin, pour moi, c'est un peu la keynote aussi de la maturité. Tu vois que tous les produits sont quand même arrivés à une extrême maturité, et aujourd'hui c'est vraiment du raffinement, quoi. Je veux dire, à moins de changer le form factor et qu'il y ait des grosses révolutions, aujourd'hui on est dans de l'itératif, et l'Apple Watch elle passe là-dedans aussi. Donc qu'est-ce qu'ils feront l'année prochaine, je ne sais pas, mais sur les crashs, je sais pas du tout comment ça peut fonctionner. Je doute qu'ils libèrent ça pour les anciennes montres. J'ai pas d'infos là-dessus. L'autonomie, ça reste quand même le défaut principal de l'Apple Watch, même la le sujet de moquerie des personnes qui ont les smartwatch Android qui durent une dizaine de jours, c'est de dire ton Apple Watch, tu dois la recharger toutes les nuits, quoi. Bah oui, même l'Ultra qui va peut-être tenir du matin au lendemain soir en tirant pas trop sur la corde, ça reste quand même super limité. Tant qu'on n'a pas une montre qui va tenir la semaine, on va dire, sur une seule charge, on va continuer d'en parler. Donc toutes les technos qui vont permettre de diminuer la consommation de la montre au moment où on en a moins ou pas besoin, c'est bon à prendre. Donc c'est du logiciel, Apple l'intègre progressivement. Ce qui est intéressant, c'est que le Always On Display qui a commencé à arriver en premier sur l'Apple Watch, il débarque maintenant sur l'iPhone. Et ça c'est chouette aussi, parce que Apple c'est bien faire, et donc c'est pas du tout c'est pas pénalisant pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'au moment où effectivement on n'a pas besoin que l'écran se rafraîchisse 60 ou 120 fois par seconde, il ne se rafraîchit qu'une fois par seconde. En gros, c'est pour permettre à la trotteuse de l'horloge de passer à la seconde suivante, et puis au moment, à l'instant, vraiment aux millisecondes où on a besoin à nouveau d'utiliser son iPhone, la fréquence d'horloge de l'écran repart comme avant, et c'est super efficace. Mais Apple a pas trouvé encore la solution magique pour donner à son Apple Watch une autonomie qu'on trouve effectivement sur les montres d'en face, malheureusement. Mais bon, il y a pas les mêmes usages, c'est ça non aussi plus. qu'on rappelle, hein. Tu me fais une transition toute trouvée, parce j'avais prévu effectivement dans le conducteur de faire une petite mention sur l'écran qui est toujours allumé sur l'iPhone. Alors on est très très loin d'une fonction dite Always On de beaucoup de smartphones Android qui proposent ça depuis des années, mais alors avec un niveau de qualité qui n'a vraiment rien à voir. La restitution et l'élégance de la manière dont c'est restitué sur l'écran de l'iPhone fait que c'est vraiment du Always On comme on l'aime, avec l'élégance d'Apple. Donc un petit coup de réussite, ça c'est plutôt cool. Et deuxième élément que je suggère pour vos réactions rapides de fin d'épisode, c'est iOS 16, parce que il arrive maintenant dans quelques jours au moment où on enregistre cet épisode, et c'est intéressant de rappeler à ceux qui voudraient changer d'iPhone que probablement leur iPhone actuel va être compatible avec iOS 16, et à quel point comme plein d'autres versions d'iOS, ça peut contribuer à avoir un sentiment de renouveau. Ça c'est toujours agréable, parce qu'il n'y a pas besoin de passer à la caisse pour en profiter, Tom. Ouais, ça marche très bien sur l'iPhone 8. Je sais pas. Non, mais je te le dis pour l'avoir testé, c'est bluffant. Je trouve. C'est ultra bluffant. D'accord, je pensais que t'étais un peu ironique, mais pas du tout. Non, pas du tout. On a un iPhone 8 ici, et ça marche très très bien. Voilà, c'est trop bien. C'est incroyable, quoi. Enfin, c'est ça aussi Apple. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que sur Android c'est très chouette, sauf que quand vous êtes sur Android 11, vous allez y rester. Il y a de grandes chances. Attention, je parle pas des Samsung haut de gamme, mais sur des Android classiques, on va dire un peu moyen terme, moyenne gamme, vous aurez pas forcément Android 12, ni 13, ni 14. Donc là aujourd'hui on est sur un iPhone 8 qui a quand même quelques années, qui reçoit les dernières mises à jour, qui fonctionne très très bien. Ça lui a mis un coup de boost incroyable. L'autonomie du bousin est repartie à la hausse, donc écoute, et je voulais revenir d'ailleurs sur ce que tu disais, Benjamin, il y a quelques secondes au niveau de l'autonomie sur l'Apple Watch. Je pense et j'espère qu'un jour peut-être Apple intégrera un peu ce qu'on a chez Garmin, à savoir une bande solaire qui permet
d'économiser et d'allonger un peu la batterie. Sur certaines Garmin, on a ça. C'est pas mal. Moi, sur l'Ultra, il y a quelque chose qui me fait peur, mais ça, je veux voir comment Apple le gère, parce qu'Apple gère très très bien ses écrans en général. Les écrans saphir ont une tendance à changer la colorimétrie de la montre selon l'angle à laquelle tu la regardes, et il peut y avoir des problèmes de réflexion aussi du soleil. Donc comment Apple va gérer ça aussi, je suis aussi très très curieux de le voir. Donc voilà, mais sinon iOS 16, c'était très très bien, et WatchOS 9 que j'ai depuis un petit bout de temps maintenant, voilà, c'est pas révolutionnaire, mais ça continue son évolution, ça marche très bien. Maintenant quand je cours, j'ai mes zones de battement cardiaque, et c'est plutôt chouette quoi. Ça va dans le sens des Garmin et autres, donc ça rattrape, c'est bien. Ça évolue. Benjamin, une fonction comme ça peut-être qui recueillerait ton coup de cœur pour iOS 16 qui va être distribué dans quelques jours. Je vais pas vous étonner, c'est l'écran de déverrouillage qui change complètement, qu'on peut personnaliser, on peut changer. Alors ça va au-delà de l'esthétique, on peut vraiment en faire quelque chose de beaucoup plus fonctionnel, de beaucoup plus adapté à son usage. C'est pas seulement mettre une police de caractère un peu folklore et sa couleur préférée. C'est vraiment sympa. Ça permet aussi de différencier vraiment son iPhone de celui de sa chérie ou de ses enfants, si on a envie. Voilà. Après, il y a plein de petites subtilités. Je trouve pas que ce soit une version d'iOS révolutionnaire. Mais en fait, il y a aucune raison aujourd'hui de pas faire les mises à jour quand on a un produit Apple et qu'il est compatible. Donc moi, par prudence, j'attends toujours 2-3 jours avant de faire la mienne. Je laisse les autres se casser les dents. Et puis quand je suis sûr que ça passe sans souci, je fais ces mises à jour et on est rarement déçu quand même. On attend ça avec impatience. Moi, j'ai mis de côté la bêta. Je voulais vraiment profiter le jour de sa sortie. Et je vais noter un dernier mot. Et là, c'est plus frais au niveau de ce qui se passe en ce vendredi 9 septembre, entouré en rouge dans votre calendrier pour faire les précommandes. C'est qu'il semblerait que l'expérience d'achat n'ait pas été extraordinaire du côté d'Apple. Tom, tu étais au rendez-vous tout à l'heure. Tu t'étais fait ton rappel. Et toi aussi, tu as constaté que c'était un petit peu l'enfer. Juste un petit mot peut-être à ce sujet ? Ouais, j'ai eu un petit peu envie de mourir quand même à un moment donné. Donc... Non, mais j'avais rempli mon panier, j'avais tout bien fait, j'étais prêt à manger des patates pendant le prochain trimestre, et puis au moment du paiement, un énorme crash qui m'a évidé mon panier et m'a éjecté et m'a remis sur le site américain, et donc je suis reparti et j'ai recommencé, et la date, je suis passé du 16 septembre à début octobre, donc c'est pas catastrophique, mais énormément de problèmes de connexion, énormément de problèmes de paiement. J'ai dû m'y reprendre, je sais pas, peut-être une dizaine de fois pour que le paiement passe. Donc ça a pas été smooth comme le Dynamic Island, hein, en tout cas. C'est pas les mêmes équipes qui ont travaillé. C'est pas les mêmes équipes, je pense. Non, mais je pense que le serveur. Les enjeux sont pas les mêmes. Il a dû en prendre. Les serveurs ont dû en prendre plein la tronche et avoir très 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 chaud. Et donc ça a été pas une mauvaise expérience, voilà. Bon, c'est pas catastrophique non plus, hein, il faut pas exagérer. C'est pas le fait de l'année. C'est très étonnant, Tom, parce que je crois que à ce point-là, ce que tu racontes, moi je n'ai aucun souvenir d'une expérience aussi mauvaise. Moi non plus. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, et j'en ai commandé quelques-uns des produits Apple aussi. Typiquement, quand on veut faire une commande sur l'Apple Store, en général, ça marche toujours direct. Ouais. Alors, parfois, à 5 minutes près, on va effectivement avoir une date de livraison qui va glisser de quelques jours ou quelques semaines. Ça, c'est un peu la loi de l'exercice. Mais je suis très étonné. Alors, ça veut peut-être dire que Apple a connu un trafic et un succès jamais vu pour ses ouvertures de précommande à 14h, mais je trouve ça assez étonnant, et c'est presque ça ressemble pas à Apple, donc non. Je pense que ça va gueuler en coulisses quand il y aura le débrief de la première journée. Il y a des avertissements par mail là qui tombent, il y a des menaces.
Bon, courage si vous faites des précommandes, tant mieux si vous avez précommandé. Estimez-vous très heureux aussi de profiter de vos produits si vous n'avez pas besoin de les renouveler. C'est évidemment un grand plaisir de pouvoir vous relayer ces infos autour de la conférence Apple. On espère qu'on n'aura pas massacré le week-end de ceux qui tomberont sur cet épisode et qui détestent Apple. Ça vous laissera de la place pour nous faire des retours. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Benjamin, tu vas pouvoir nous rappeler où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver si les gens te découvrent dans Tech Café et ont entendu ta voix pour la première fois, mécréants qu'ils sont. Où est-ce qu'ils pourront te retrouver ? Alors, je vous invite évidemment à vous abonner. C'est gratuit aux 2 podcasts que je produis et que je présente. Ils sont disponibles sur toutes les plateformes de podcasts que vous utilisez. Donc, vous avez iWeek, la semaine Apple, qui est le podcast hebdo qu'on met en ligne le mercredi soir. Et puis, du lundi au vendredi, vous avez la quotidienne iWeek, ce podcast quotidien de 5 grosses minutes qui fait le tour des 5 news Apple essentielles des dernières 24 heures. Voilà. Donc, vous êtes les bienvenus. Et puis, @iWeek News sur Twitter pour échanger avec nous, c'est toujours un plaisir. Et Nouveau Monde et également dans Télématin, comme tu le rappelais sur en France intro. Info et Télématin de temps en temps avec grand plaisir aussi. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu présent à l'invitation, Benjamin. Top d'être là. Grand plaisir à refaire, clin d'œil. Ah oui. Tom, toi aussi, il est grand temps que tu puisses nous rappeler où est-ce qu'on peut retrouver tes pérégrinations dans le monde d'Apple, mais pas que. Oh, essentiellement sur Twitter, moi. Avec le handle Oxide, OXIDE. Voilà. Et tu l'as corrigé parce que dans le conducteur, j'ai mis ton ancien pseudo Twitter, qui est ton pseudo Skype. J'arrive pas à me mettre à la page, Tom. Je te présente toutes j'arrive mes pas à excuses. l'avoir partout, celui-là, et celui-là, je l'ai sur Twitter, donc je le lâche pas. Et monsieur, moi aussi j'ai un Twitter. Ah bah vas-y Benjamin, vas-y, fais la pub du Twitter. Tout simplement, c'est @Benjamin Vincent. Et puis on a un Patreon aussi pour iWeek. C'est notre principale source de financement, comme on dit. Donc si vous aimez ce qu'on fait comme Tech Café, eh bien n'hésitez pas. Et vous êtes aussi les bienvenus sur patreon.com/iWeek. Merci Benjamin, merci Tom. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, sur Tech Café, dans tous les liens que j'ai indiqués au début de l'épisode. Et puis, de toute façon, tous les liens qu'on vous cite là pour nous retrouver sont cliquables dans les descriptions de cet épisode de podcast. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve dans quelques jours avec un épisode où on parlera que très très peu, normalement, d'Apple. Merci beaucoup pour votre fidélité. Ciao à toutes et à tous. Ciao. Ciao.